Bonjour Axel Kahn, vous présidez la Ligue nationale contre le cancer. Voilà, vous êtes en lutte contre le cancer et c'est un beau combat. Nous allons bien entendu parler ce matin de la situation sanitaire. Nous allons aussi parler de votre livre et le bien dans tout ça. Voilà, c'est pas parce que la notamment dans la vie politique, c'est quasiment un livre pour vous, Jean-Michel Apathy. Le bien dans la vie politique, vous n'avez dû en faire qu'un chapitre très réduit, mais peut-être que la politique a vocation à faire le bien quand même, mais ça fera du bien de réfléchir pendant cette crise sanitaire. Et avant tout ça, j'aimerais qu'on évoque ensemble rapidement un sujet. Un article du Parisien cette semaine était assez saisissant, ou la semaine dernière. Une ancienne secrétaire d'État, Paulette Guinchard, a été en Suisse à 71 ans. Elle était atteinte d'une maladie qui neurodégénérative. Voilà. Et elle a donc été aidée dans son suicide. Un projet de loi ou une proposition de loi circule actuellement au Parlement. Nous n'arrivons pas, en France, à accéder à cette idée que chacun doit pouvoir décider librement de la fin de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Axel Kahn ? Alors, tout d'abord, en tant que président de la Ligue, je ne prends pas position parce que, évidemment, parmi les gens qui sont atteints de cancer, parmi les gens qui sont des donateurs contre le cancer, il y a des gens qui sont de toute leur force pour une légalisation de l'euthanasie active et d'autres qui sont de toute leur force opposés. Et donc, nous aidons les uns et les autres et je ne prends pas position. Je comprends. C'est une affaire extrêmement douloureuse. Moi-même, j'ai écrit des livres entiers sur le sujet. Donc, en tant que citoyen et non pas en tant que président de la Ligue, j'ai pris position. La question, voyez-vous, je vais la reformuler. Oui. Elle n'est pas tellement de savoir si on doit avoir la liberté de choisir pour soi. Par exemple, personne ne va indiquer que quelqu'un qui tente de se suicider et qui échoue doit être mis en prison ou poursuivi pour avoir tenté d'attenter à ses jours. Il y a un élément de liberté. C'est une Bien liberté sûr. singulière, mais enfin, il y a un élément de liberté. La question est de savoir si la République française, l'État, doit introduire dans sa législation une disposition qui autorise une nouvelle exception qui est celle de donner la mort pour ces raisons-là. C'est ça la question qui est extrêmement importante. C'est-à-dire donner le droit à quelqu'un de décider de la fin de sa vie. Voilà. C'est même ça. C'est pas tellement de donner le droit à quelqu'un de décider de la fin de sa vie. Le suicide n'est pas interdit. C'est d'autoriser quelqu'un à donner ce que la personne demande, c'est-à-dire lui donner la mort. D'accord. C'est ça, le problème... L'assistance au suicide. Voilà, c'est l'assistance au suicide et l'euthanasie active. Le problème du débat, c'est cela. Je pense que la France va y parvenir parce qu'il y a tout un mouvement international en faveur de cela. En faveur où ça existe déjà. Où ça existe déjà. Quand je dis en faveur de cela, dans beaucoup de pays, ça existe en réalité. Et nous résistons parce que... Je crois qu'il y a un débat qui est un débat philosophique tout à fait réel, pas du tout quant à la liberté. La liberté des personnes est totalement entière, mais quant à cette question, après qu'on a aboli la peine de mort, il n'y a plus qu'une seule exception à l'interdiction qu'une personne commette un geste dont le but est de donner la mort, c'est la guerre. Ou bien la même la légitime défense n'est pas une exception, parce qu'il y a une enquête, c'est la guerre. Faut-il, après l'abolition de la peine de mort, et je comprends bien les raisons qu'il y a de militer en cette faveur, introduire une autre exception qui est l'euthanasie, telle que le médecin donne la vie quand il aide des femmes à mettre des enfants au monde, il soulage, il guérit les maladies, il soulage la douleur, mais il a une autre fonction qui est d'arrêter la vie. Ce n'est pas une question aussi simple que cela, et qu'il y ait un débat est légitime. D'accord. Donc, le Parlement en discute, l'Assemblée nationale aura à se prononcer sur cette proposition de loi. Je suis très démocrate, donc j'attends le résultat. Hein. On va attendre le résultat. Le président de la République ne veut pas intervenir dans ce débat, veut laisser les parlementaires choisir. Et donc, nous suivrons bien sûr les évolutions sur cette question qui, c'est une bêtise de le dire, mais c'est tellement vrai, nous concerne tous. On va parler de la situation sanitaire, Axel Kahn. Bon, le virus ne nous lâche pas, la situation a l'air de s'aggraver. Est-ce qu'on évitera le reconfinement? C'est la question du jour. Alors, là encore, je suis bien à être interviewé par vous, Jean-Michel Apathy, parce que cela a totalement cessé d'être une question sanitaire. Ça n'est en réalité qu'une question politique. Je ne crois pas, mais puisqu'on voit que les urgences sont saturées, c'est quand même la situation sanitaire qui dicte sa loi à la politique. Mais ce que je vais vous dire par là, comprenez-moi, je m'explique quand même, c'est que d'un point de vue sanitaire, oui, il faudrait reconfiner, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et la raison pour laquelle, et d'ailleurs, de manière sage,
pour éviter d'être dans la tension actuelle, Oui. le plus sage eût été de profiter d'abord de l'hiver. C'est plus facile de confiner en hiver qu'au printemps. Et d'autre part, de 2 créneaux qu'il y avait, qui étaient, après les fêtes de fin d'année, on s'était éclaté, il y avait les fêtes. On s'était dit, puisqu'il y aura des excès... Voilà, on remet un petit coup pour finir le boulot qu'on avait entrepris avec le confinement de novembre. Et puis ensuite, et tout le monde y croyait, moi-même d'ailleurs, lors des vacances de février, on mélangeait les 3 zones scolaires, on rajoutait une semaine, ça faisait 1 mois de confinement scolaire pour les gamins, mais sans perturber leur année. On profitait pour confiner les parents, il faisait un temps de chien, donc bon voilà. Les esprits y étaient prêts. Les esprits y étaient prêts. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Parce que il y a une chanson qui dit « mourir au printemps ». Alors, confiner n'est pas mourir, mais confiner au printemps, c'est beaucoup plus dur. Et puis, cette fois-ci, c'est confiner le couteau sous la gorge. Et donc, la question, c'est pour ça que j'ai indiqué que vous étiez dans votre domaine, oui. La question est uniquement politique. La question, en réalité, c'est une décision politique du président de la République de jouer politiquement le coup d'être celui qui évite cette potion amère et désagréable aux Français, qui est le confinement. Et évidemment, si maintenant il revient en arrière, même pour la région Île-de-France, confiner la région Île-de-France, c'est un peu confiner la France, c'est une sorte d'échec. Et donc tout le jeu, c'est de montrer qu'en réalité, ça n'est pas un échec, qui est celui qui retarde la punition pour les Français, qu'à essayer de les protéger au mieux. On est uniquement aujourd'hui dans une stratégie politique, mais qui se paye de manière terrible pour le président de la Ligue contre le cancer. Terrible. Alors, on va en parler. Le virus, lui, progresse. Donc, au fond, la seule ressource qu'a l'appareil sanitaire, c'est de décaler des opérations prévues, de ne pas accueillir à l'hôpital des gens qui doivent l'être. Et donc, effectivement, vous êtes en première ligne. Ça doit être pour beaucoup de gens qui sont malades, un problème... Oui, immense. il y a cela. Il y a des opérations qui sont reportées, effectivement. Pas, pour l'instant, des opérations de première urgence pour un cancer qui est en train d'évoluer, mais en revanche, des opérations de reconstruction et également des opérations pour cancer, mais dont on considère qu'elles ne sont pas urgentes. Mais peut-être pire que cela, oui, à l'arrivée, c'est qu'il y a une persistance des retards au diagnostic. Il y a une persistance des difficultés à faire des endoscopies coliques pour confirmer un cancer du côlon, des colposcopies pour rechercher s'il y a un cancer du col de l'utérus. Les gens, ils hésitent à aller à l'hôpital, d'autant plus que maintenant, tout le monde sait qu'il y a des foyers infectieux à l'hôpital et que c'est un lieu de contamination. On était, au début de l'année, à la fin de l'année 2020, à 80 000 diagnostics de cancer qui auraient dû être faits, qui n'avaient pas été faits. On doit être aujourd'hui à 95 000 retard de diagnostic. Par mois de retard, il y a 10% d'aggravation du pronostic. Le retard moyen est de 3 mois. Si vous faites des calculs rapides, vous arrivez à la quasi-certitude qu'il y aura entre 3 000, mais sans doute plus, entre 3 000 et 10 000 morts qui mourront de leur cancer, et ça vous met en qui colère. n'auraient pas dû mourir de cancer. Ça vous met en colère, ça? Vous présidez la Ligue contre le cancer. Moi, je ne suis plus jamais en colère. Mais ça m'accable. Ça m'accable. Réellement, je considère que je comprends bien les décisions politiques. Et en effet, confiner, ne pas confiner, c'est une décision politique. Mais je suis obligé de rappeler quel est le prix sanitaire et en particulier, quel est le prix pour les personnes atteintes de maladies chroniques, graves, importantes, plus nombreuses même que la Covid, de cette politique sanitaire. Ça vous accable, dites-vous, c'est du fatalisme? Non, parce que je suis accablé, mais absolument pas résigné. Autrement, si j'étais résigné, je ne vous répondrais pas comme je le fais. Si j'étais résigné, on ne me verrait pas un peu trop partout sur les médias. Je ne suis pas résigné du tout. Je me bats de toutes mes forces. Vous alertez les pouvoirs publics, vous le dites à Olivier Véran, à Jean Castex, à Emmanuel Macron. Voilà, vous ne voulez pas reconfiner. Je peux le comprendre, parce que la société accepte difficilement le reconfinement. Mais voilà le prix à payer. Vous le dites, bien sûr. Oui, absolument. Je le dis très directement. Très directement. Alors, très directement, et on vous répond? Écoutez, on est dans une situation aujourd'hui, et ça je le comprends bien, la loyauté gouvernementale est fondamentale. C'est une décision du président de la République. Le Premier ministre, il met en musique la décision du président de la République. Les ministres, ils sont loyaux. En tant que médecin,
je ne vais pas faire l'exégèse de ce qu'étaient les sentiments d'Olivier Véran. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais je suis certain qu'Olivier Véran, en tant que médecin, sait que la politique sanitaire correcte eût été effectivement de faire tomber la tension. On va parler de la vaccination. Évidemment que la solution, c'est la vaccination. Mais on voit bien les problèmes. Voilà. Mais la question, c'est attendre avant que la vaccination ne fasse effet. Et attendre, non pas avec le couteau sous la gorge, dans la tension, attendre sereinement, plus sereinement, on va dire. On avait la possibilité, on ne l'a pas fait. Il faut naturellement que les choses soient dites. Je suis l'un de ceux qui les dit. Voilà. Vous voyez, peut-être si cette semaine, l'Île-de-France évite le reconfinement du week-end, il y aura une forme de soulagement général. Mais ce que vous dites, Axel Kahn, c'est que ce soulagement général a un prix. Et que des gens dans la souffrance ou dans l'angoisse ne pourront pas être aidés. Il y a un prix. Et non seulement il y a un prix, mais on est en train, avec la politique que je comprends bien, je ne la condamne pas, d'exportation de notre tension sanitaire avec les déplacements sanitaires. La tension sanitaire que l'on connaît, qui est très importante dans tous les départements d'Île-de-France, on l'exporte en Nouvelle-Aquitaine, on l'exporte à Nantes, et donc on va déprogrammer également en Nouvelle-Aquitaine, on va déprogrammer à Nantes. C'est-à-dire que, évidemment, si le citoyen peut comprendre cela, le responsable d'une grande association qui lutte pour le droit des malades ne peut qu'être outré de cela. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout résigné. J'entends. J'utilise le mot. Je suis outré. Outré, j'entends. Voilà, c'est dit. La vaccination ? Alors, la vaccination... On parle juste du vaccin AstraZeneca. On est un peu perdu parce qu'on nous a dit pas de problème. Puis on voit que plusieurs pays, pas beaucoup, mais plusieurs pays suspendent l'utilisation de ce vaccin. Le vaccin AstraZeneca est fort efficace. Il est vraiment d'une très bonne efficacité. C'est un vaccin d'emblée... Bon, je l'ai dit lorsqu'il a été utilisé, d'emblée qui était un peu particulier parce que pour les vaccins, il donne une intensité de signes pseudo-grippaux chez les jeunes, pas chez les gens plus âgés, de signes pseudo-grippaux bénins. Il n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins qui envoient environ 20-25% des personnes, quand ils ne prennent pas de paracétamol, on peut l'éviter par le paracétamol, dans leur lit avec 38-39 de fièvre le lendemain. Après, c'est pas grave et tout cela est parfaitement bénin. Mais d'emblée, si vous voulez, cela montre que c'est un vaccin qui est singulier. Et donc, aujourd'hui, il est tellement protecteur que... Et on a quasiment que celui-là, on a très peu de doses, hélas, du vaccin ARN. Il faut certainement vacciner, mais il faut faire très attention. Ce que l'on appelle la pharmacovigilance doit persister. C'est absolument essentiel. Et à votre avis, il faut continuer à vacciner en France? On voit que les Pays-Bas là, viennent de suspendre la vaccination. Écoutez, on prend un risque ou pas en continuant à utiliser... De ce point de vue-là, là encore, de ce point de vue-là, je vais rester solidaire des autorités de santé de mon pays. Je les critique des fois, mais là, je comprends bien. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent pas, il n'y a aucun problème. Non. Elles disent, les avantages sont plus importants que les problèmes. Ouais. Et donc... ça doit être la ligne. Vous voyez comment on a, combien on a d'inquiétudes. C'est très compliqué. Combien on a d'inquiétudes. Voilà. C'est très compliqué. Et moi, alors, je vois bien, mais si vous voulez, à mon âge, avec l'expérience que je puisse avoir, plus jamais je serai quelqu'un qui mène campagne pour quelque chose, à part évidemment pour les personnes malades du cancer. Et donc vous me parlez de ce vaccin qui est un bon vaccin au point de vue efficacité. Je suis pas en train de vous dire c'est fantastique, prenez-le. Oui, il faut se faire vacciner parce que en effet, il y a plus de danger de ne pas se faire vacciner que de se faire vacciner. Maintenant, je reconnais qu'il s'agit d'un vaccin un peu singulier du fait de l'intensité des réactions secondaires qu'il entraîne chez les plus jeunes. Donc, vigilance, mais on comprend qu'aujourd'hui, tout le monde est vigilant. Et le bien dans tout ça, c'est le titre d'un essai que vous publiez chez Stock, Axel Kahn. Et le bien dans tout ça, il n'y en a pas beaucoup du bien dans ces périodes. C'est pas tellement vrai. Dans la période de la crise sanitaire, je n'ai eu aucune difficulté, jamais, pour aucun des problèmes, à identifier des voies qui étaient meilleures que d'autres. Aucune difficulté. Et j'en parle naturellement, le dernier chapitre. Le dernier chapitre est consacré. Voilà, il est consacré à la crise sanitaire et après tout, il s'agit d'une très bonne chronique, mais également des phénomènes sociétaux
que l'on a vus. Le phénomène d'adhésion, par exemple, au traitement de Didier Raoult, le fait que l'on se met à faire une pétition pour savoir si la proposition thérapeutique du professeur Didier Raoult est correcte ou pas, c'est même extraordinaire en matière d'essai thérapeutique qu'on demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc ça, j'essaye de dire comment cela a pu advenir. Et puis, je raconte ce qu'est cette pandémie, je fais quelques critiques. Je dis qu'on savait très bien que les personnes âgées étaient terriblement menacées. Et le fait que lorsque la première vague est arrivée, on ait laissé les personnels soignants, les personnels au contact des pensionnaires dans les EHPAD, sans protection particulière, ça c'est une faute morale. Hein, je le dis vraiment carrément. Vous touchez la poitrine parce que ça fait mal au cœur d'avoir constaté ça. Oui, évidemment que ça fait mal au cœur. Bien sûr. Voilà. Et donc dans ce livre, vous réfléchissez à la fois à ce qu'est le bien dans la société et puis aussi à votre vie, puisque votre père vous avait donné ce conseil avant de mourir, soit raisonnable et humain. Vous voyez, depuis 15 ans, la perspective, la question de qu'est-ce qu'il convient de faire. Alors souvent, ce qu'il convient de faire, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a intérêt à faire, mais on sait très bien que ça ne suffit pas. Quand ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il convient de faire? Et donc, quelle est la perspective qui définit la voie bonne, ce qu'il convient de faire? On ne peut pas mettre de côté la notion du bien de cette perspective. Et pour faire court, à l'arrivée, j'étudie la notion, la perspective du bien dans l'armée, dans le maniement de l'arme nucléaire, dans l'intelligence artificielle, dans les biotechnologies, etc., etc. Ce que je dis, c'est que bien évidemment, dans énormément de ces activités, le bien ne peut pas être la perspective principale. Mais selon qu'il persiste ou pas une perspective du bien, alors ce monde humain est vivable ou n'est pas vivable. Voilà. Il ne faut jamais perdre de vue que dans toute chose, il peut y avoir un peu de bien. Et il doit persister la perspective, effectivement, qu'il doit y avoir une voie bonne définie par le bien. Voilà, la voie bonne dans le livre d'Axel Kahn et le bien dans tout ça. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI, Axel Kahn. Et maintenant, nous retrouvons Marie-Aline Méli.